commençant, je me présente. Donc, mon nom est Pascale Laplante-Dubé. Je suis doctorante en études littéraires et en études comparées, donc en co-tutelle entre l'Université du Québec à Montréal et l'Université d'Artois. Donc, mes deux co-directrices, en fait, sont Laurie Saint-Martin et Anne Besson, et je m'intéresse aux intersections entre féminisme et fantasy. C'est la première table ronde professionnelle que j'anime, donc je suis un petit peu nerveuse, un peu intimidée, mais je suis vraiment heureuse d'avoir aujourd'hui avec moi ces trois écrivaines qui, j'en suis certaine, vont vous en mettre plein la vue. Donc, en ordre alphabétique, je vous les présente. Tout d'abord, je vous présente Geneviève Blouin, qui est une écrivaine québécoise de littérature de genre et une spécialiste de la nouvelle littéraire, dont on parle toujours peu, en fait, lorsqu'il est question de fantasy. Donc, et pourtant, la nouvelle a beaucoup à nous apporter. Donc, Geneviève, plusieurs de tes écrits ont reçu des prix, deux Aurora boréale, donc pour la novella Le Chasseur et pour la nouvelle Oikos cherche cuisinière, ainsi que le prix Canada-Japon pour ta trilogie jeunesse Anaken. Donc, tu es historienne de formation et également co-directrice de la collection VLB Imaginaire qui se spécialise en récits de science-fiction et de fantasy lumineux. Donc, Geneviève, je te souhaite la bienvenue. Merci, Pascal. Donc ensuite, on accueille Charlotte Bousquet, romancière française de fantasy. Donc Charlotte, ta production littéraire est particulièrement touffue. Je ferai néanmoins une mention spéciale à ton plus récent cycle de fantasy, Chara, dont le dernier tome est paru à l'automne dernier. Tu as remporté, toi également, de nombreux prix, dont le prix des Imaginales, le prix des Imaginales des collégiens, le prix T'as tout lu. Et dans ton œuvre, en fait, on retient une plume engagée, que ce soit dans tes représentations des rapports de genre, des personnages féminins non binaires, des réflexions écologiques et des liens qu'entretiennent les êtres humains avec les animaux. Donc, Charlotte, ravie de te compter parmi nous aujourd'hui. Merci. Et finalement, je vous présente Héloïse Côté, autrice québécoise et enseignante à la Faculté des sciences de l'éducation et à l'École de langue de l'Université Laval. Héloïse, tu as plusieurs cycles de fantasy à ton actif, Les Chroniques de Ludre, Les Voyageurs et La Tueuse de Dragons, dont le premier tome s'est mérité le prix Aurora boréale et le prix Jacques Brossard du premier roman. Tes personnages féminins sont particulièrement intéressants et on notera dans ton œuvre plusieurs thèmes très pertinents en fait à la table ronde d'aujourd'hui. Bonjour Héloïse. Bonjour. Donc, je vais commencer en fait avec mes questions. J'aimerais en fait aborder en fait la question de la définition de la quête plus générale. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, la quête plus généralement, en fait, c'est un grand trope, la fantasy. Mais qu'est-ce que la quête pour vous? Est-ce que c'est spécifique à la fantasy? Donc, Geneviève, je ne sais pas si tu veux commencer. J'y vais en ordre alphabétique. La quête n'est pas, je pense, spécifique à la fantasy à partir du moment où on veut avoir un certain arc dramatique, on va avoir des personnages qui vont essayer de régler quelque chose, qui vont être en quête de quelque chose. Par contre, c'est vrai qu'en fantasy, on a souvent une quête un peu typée, une quête qui est vraiment officielle et donnée. Le personnage sait qu'il est en quête, ce qu'on n'a pas nécessairement dans d'autres types de romans. En tout cas, c'est un peu ma vision des choses, là. Donc, oui, la quête donnée, officielle, endossée volontairement en tant que quête est quand même assez typique de la fantasy. Merci beaucoup, Geneviève. Et Charlotte, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que la quête pour vous en fantasy? Est-ce qu'il y a des enjeux particuliers? Alors, je dirais qu'il y a deux, pour moi, il y a deux aspects de la quête. Il va y avoir un aspect qui va être une quête personnelle, mais qui existe, je dirais, dans toute forme de fiction et j'ai envie de dire presque dans toute forme de vie. C'est vraiment, voilà, c'est une quête d'accomplissement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut utiliser, en tout cas en tant que j'utilise en tant qu'autrice dans la plupart de mes romans, la majorité de mes romans. Donc voilà, partir d'un point d'un point A pour aller vers un point B, comment se définir, voilà, comment grandir. Ensuite, de manière, c'est presque la quête du héros ou de l'héroïne. Et puis, la quête de fantaisie va avoir un enjeu qui est peut-être un peu plus, qui est parfois un peu plus épique, genre sauver le monde, le truc hyper simple.
Après, c'est peut-être plus largement spécifique à la fantasy. J'ai envie de dire que, par exemple, le space opéra, quand on pense à Star Wars, on est typique dans une quête, dans plusieurs quêtes qui s'entremêlent. Donc avec la quête de Rey, comprendre sa puissance et puis quelle est sa place dans l'univers. Et puis ça va être aussi, encore une fois, sauver le monde. Donc je pense que c'est vraiment des choses qui sont très mêlées et qui sont aussi très universelles. Je pense que Geneviève, là où tu as vraiment aussi raison, c'est que la fantaisie, le domaine de la fantaisie, c'est vraiment le lieu où l'exprimer, mais vraiment noir sur blanc, quoi, sans embâche. Merci beaucoup, Charlotte. Héloïse, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter au niveau de la quête? En fait, Geneviève et Charlotte ont très, très bien résumé les deux, si on veut, la quête en fantasy, mais aussi la quête plus largement, au sens où si on pense au roman de formation, etc., en fait, tout roman suppose une quête plus ou moins explicite d'un personnage. J'aime l'idée d'arc dramatique dont a parlé Geneviève. J'ajouterais peut-être que le côté épique de la quête en fantasy aussi, ce qui est peut-être une couleur de la fantasy sans être nécessairement spécifique et propre au genre, c'est le côté souvent surnaturel de la quête. Je m'explique, c'est que souvent ça va venir des dieux, ça va venir d'une prophétie, ça va être inscrit dans quelque chose de magique, mais il y a une dimension un peu surnaturelle dans la quête de fantasy. Par exemple, tu es l'élu qui va sauver le monde. Il y a cette espèce d'idée de... C'est ça vient quasiment d'une puissance surnaturelle. Donc, il y a cet aspect-là dans la quête de fantasy par rapport à la quête épique, la quête plus officielle, plus explicite du héros ou de l'héroïne. Oui, effectivement, ce côté d'élu avec un grand E, là, finalement. Oui, on s'entend toute la majuscule dans ma voix. Oui, c'est ça. Ça s'entendait très bien. Merci. Donc, finalement, ce qu'on retire de la quête, c'est ça, un arc dramatique, une trajectoire de personnage, pardon. Un jeu entre l'individuel et le collectif. Héloïse, en fait, tu as mentionné la prophétie, ce qui me permet en fait de passer subtilement et en le disant oralement vers ma prochaine question. En fait, j'ai remarqué en lisant vos textes, donc exemple, la question de la prophétie est quand même très importante. Donc, par exemple, l'Hydra dans la tueuse de dragons, on va lui faire une prophétie à laquelle elle ne veut pas croire nécessairement. Donc, elle a des doutes là-dessus. Charlotte, chez toi, il y a la question de la prophétie aussi, fausse ou de son interprétation. Donc, la prophétie qui peut être matière, interprétation est présente. Et en fait, ce que je me demandais, c'est qu'on dirait que par la prophétie, on trouve cette forme de tension entre la liberté individuelle du protagoniste et son destin. Donc, son destin avec un grand D qui est à peu près écrit dans le ciel. Et je me demandais, en fait, pourquoi il y a cette tension, selon vous, en fantasy? À quoi est-ce qu'elle sert? Donc, Charlotte, peut-être? Alors, en fait, je pense sur le coup à Tolkien. Et j'ai un énorme trou de mémoire sur l'histoire de Nienor, Niniel et de son jumeau. Et en fait, qui passe son temps à vouloir échapper à une prophétie et qui finalement va non seulement l'accomplir, mais aller au-delà et vraiment dans le dramatique. Je pense que c'est vraiment, pour moi, ça c'est vraiment un héritage, c'est presque un héritage mythologique, avec effectivement la force du destin à laquelle on ne peut pas échapper et ce côté fataliste et ce côté mais toi pauvre petite tu restes à ta place ou petit elfe hein, éventuellement. Après, d'un point de vue plus dans la narration, c'est hyper pratique une prophétie. Franchement, je trouve que c'est hyper pratique parce que ça permet de définir un axe, de savoir à peu près où on va. Et puis, effectivement, les personnages ou les lecteurs se demandent bon, est-ce que ça va vraiment arriver? Qu'est-ce que je peux faire pour y échapper? Ou qu'est-ce qu'il ou elle va faire pour y échapper? Dans Chara, j'ai vraiment joué avec ça parce que normalement, les lecteurs et les lectrices savent que c'est juste de la
c'est juste de la voyance, donc c'est des prédictions qui ne sont pas là pour s'accomplir nécessairement, mais que la personne à laquelle elle est destinée, c'est-à-dire Malik, lui, on a tout intérêt à ce qu'il croit dur comme fer. Donc la prophétie, voilà. Et lui, il a aucun doute. Aucun doute là-dessus. Donc, c'est vraiment arriver à comment tordre les prophéties, tordre leur côté, justement, vérité absolue, quoi. Parce que c'est pénible, les vérités absolues. Merci beaucoup. Effectivement, c'est la prophétie qui devient finalement source de tension narrative. Moi, tu remarqueras qu'il n'y en a pas dans mes nouvelles. J'haïs les prophéties. J'aime pas les prophéties parce que c'est effectivement une source de tension narrative, mais je trouve qu'on finit souvent par rouler dans la tension entre la destinée et puis la liberté. On y croit-tu, on n'y croit pas. Puis je trouve que c'est quelque chose dans lequel on a, je sais pas, humainement parlant, historiquement parlant, c'est quelque chose dans lequel l'humain a roulé beaucoup. Toute la notion de, tu sais, bon, t'es né pour un petit pain ou t'étais noble, donc t'étais destiné à de plus grandes choses que si t'étais paysan. Puis ça m'écoeure. Donc, pendant très longtemps, je voulais pas y toucher. Là, j'y reviens tranquillement, mais je dirais les textes sur lesquels je travaille présentement, il y a beaucoup de textes qui vont subvertir la prophétie. La prophétie, je le mets au même rang que l'horoscope. Donc, ça va être très, très large, puis ça va pouvoir s'adapter à tout. Donc, j'ai beaucoup joué avec ça. Peut-être parce que, comme historienne, j'ai travaillé, à un moment donné, j'ai travaillé sur les prophéties de Nostradamus, puis les prophéties de Saint-Malachie, puis essayer de voir à quoi ça pouvait s'appliquer. Puis à un moment donné, c'est comme un horoscope. Là, les prophéties réelles qu'on a eues pouvaient s'appliquer à tout et partout. Donc, c'est ça. J'avais pas encore travaillé avec ça trop. Mais c'est ça. C'est un thème que j'aime pas beaucoup. Puis c'est un thème qui, pour moi, est très... des fois, c'est déresponsabilisant. C'est-à-dire que si c'est pas toi l'élu de la prophétie, ben, t'as pas à changer le monde, t'as pas à rien faire. Tu sais. Tu fais juste attendre sur ton steak que l'élu de la prophétie s'occupe des problèmes, puis toi, tu peux comme rester dans ton coin. Fait que, je sais pas, c'est vraiment quelque chose qui vient me heurter profondément, la question de la prophétie et de la destinée. Effectivement, on entend ça. Héloïse, quelque chose à ajouter à ce niveau-là? Je suis quasiment gênée de prendre la parole après Geneviève pour avoir mis en scène une prophétie dans la tueuse de dragon, mais en même temps, tu sais, Geneviève parle, puis je me dis, tu sais, c'est sûr comme auteur, on a toujours le doute, est-ce que j'ai réussi mon coup? Mais quand Geneviève dit, c'est comme l'horoscope, c'est comme Nostradamus, c'est des éléments tellement génériques, ben, c'est un peu ça dans la tueuse de dragon. J'avais essayé, tu sais, au début, la devineresse, un des personnages, donc, la voyante, mettons, fait une prophétie à Deirdre, puis je voulais vraiment jouer dans la tueuse du dragon avec cette idée de qu'est-ce qui arrive quand, tu sais, c'est tellement générique qu'on peut l'interpréter de toutes sortes de façons, puis même Deirdre va s'entêter dans une direction alors que ça pourrait virer n'importe comment. Donc, c'était de jouer, si la prophétie est intéressante, parce qu'on peut jouer avec, parce qu'effectivement, des récits de fantasy où on a l'élu, tu sais, puis là, faut travailler avec ce fardeau, puis tout ça, ben, tu sais, on se dit à un moment donné, on en a lu beaucoup, là, donc, comme auteur, je trouve qu'on est rendu à un point de peut-être plus jouer avec cette trope-là que d'y aller avec, ou si on y va, ben moi, je dirais aux auteurs qui veulent vraiment y aller avec une prophétie de l'élu, ben allez-y à fond, parce que sinon, il n'y a comme pas d'autre façon de s'en sortir que de jouer avec, parce qu'on en a tellement lu. C'est absolument fascinant, en fait, cette question, justement, prophétie comme espace de jeu, espace d'interprétation qu'on peut un peu tourner à notre sauce. Et justement, quand vous avez mentionné la question, justement, d'Éowyn, donc, qui, là où le Nazgûl s'attendait à un homme, donc, je me demandais, en fait, c'est ça, quand on parle de trajectoire, de la quête, en fantasy, est-ce qu'on s'attend beaucoup à un personnage masculin? Est-ce qu'on parle d'une trajectoire masculine à la base? Je ne sais pas, Héloïse, si vous voulez commencer, est-ce que... Ça dépend. Ouais. Je serais tentée de dire que ça dépend de la fantasy de quelles années on lit, parce qu'aujourd'hui, je serais tentée de dire qu'on n'est pas surprise ou surpris de voir une femme entamer une quête en fantasy, mais c'est sûr qu'il y a une époque où la fantasy était beaucoup plus masculine, puis à ce moment-là, ben, c'est sûr que qui pensait quête pensait ben à la rigueur quasiment chevalier, là, je reviens quasiment aux légendes du roi Arthur, là, mais qui pense quête pense chevalier. Puis à ce moment-là, la femme n'est pas celle qui mène la quête. La femme est presque à l'aboutissement de la quête si on repense au conte de fées, c'est-à-dire c'est celle qu'on va épouser parce qu'on a réalisé notre quête et on a été un bon petit. Là. Donc,
C'est à peu près ça, mais là, on remonte aux origines de la fantasy aussi beaucoup au conte de fées, donc c'est pas tout à fait la fantasy contemporaine non plus, là. Donc, je crois que la femme, aussi bien que l'homme, peuvent mener des quêtes, mais c'est sûr que là, à ce moment-là, il faut aller voir quelle est la nature de la quête. Est-ce qu'il y a des différences entre les deux? C'est des questions qu'on peut se poser, là. Entre une quête plus masculine et une quête plus féminine, il y a peut-être des nuances à apporter. Je me pose la question aussi. Puis je vais la poser à mes collègues aussi. Moi, j'ai peut-être l'impression, ben effectivement, la fantasy classique, c'était ça, là, c'était la quête masculine. L'homme part en quête et puis au retour, quand il aura fait tout ça, il va pouvoir épouser la fille du roi parce qu'il aura sauvé le royaume. Mais je me demande si c'était pas un peu intrinsèquement masculin dans la manière de placer les choses parce que la quête demandait de sortir, d'aller ailleurs. Donc, pendant très longtemps, puis encore maintenant, la femme est tellement associée à l'imaginaire de la famille, de l'intérieur, de la maternité, de prendre soin que partir, ça restait une trajectoire qui était, oui, très masculine. Mais c'est ça, je pense qu'effectivement, les choses sont en train de changer. Mais on n'a pas encore, on a beaucoup d'héroïnes féminines en young adult ou en tout cas avec des personnages adolescents. Moi, ce que je vois à date dans ce que je dis, c'est que quand la quête est donnée à un adolescent, que ce soit un garçon ou une fille, c'est aussi fréquent. À partir du moment où on a une quête avec un personnage adulte, on va encore avoir plus de personnages masculins dans le rôle de la quête. Puis, quand on a une quête qui est donnée à un groupe de personnages, la quête est comme prise en charge par le guerrier, pas la magicienne ou la prêtresse ou la guérisseuse. C'est le guerrier souvent qui est en quête. Pas toujours, mais ça reste encore des tropes. Les tropes les plus fréquents, j'ai l'impression. Là. Mais Present Company accepted. Là, parce que faut vraiment fit pas du tout dans le motif. Là. Je sais pas, Charlotte. Je trouve que ça bouge quand même pas mal. J'ai effectivement commencé la fantasy avec des héros et qui étaient généralement, qui commençaient par être apprentis boulangers pour finir par sauver le monde et récupérer la princesse au passage. Moi, il y a un cycle qui m'a marqué, alors qui, je pense, aujourd'hui, ferait partie plus d'une littérature young adulte, c'est les héros de Valdemar de Mercedes Laquet. Celui dont j'avais envie de parler, c'était Vaniel, donc le dernier héros mage, qui lui est un personnage banni de chez lui parce que considéré comme trop efféminé. Donc il est vraiment à la frontière de tout ça. Et lui qui donne en fait encore une autre dimension à la fantaisie. Moi, c'est vraiment un site qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Pour ce qui est des divisions masculin-féminin, je crois que plus j'avance, moins ça m'importe en fait. Sauf qu'il se trouve que j'écris de la fantaisie avec des personnages féminins. Mais dans l'absolu, pour moi, les choses se rejoignent en fait. C'est aussi autant pour moi une quête. Les quêtes sont autant des quêtes intérieures que des quêtes pour sauver le monde parce qu'on est élu. Et puis quand on est élu, peu importe le genre, on s'en fout, quoi. J'avoue que je partage un peu le point de vue de Charlotte au sens où finalement, masculin et féminin, l'important, c'est la quête, c'est la croissance ou la non-croissance qu'elle apporte, c'est la façon dont elle est vécue, les enjeux qui viennent avec elle. Ce qui est intéressant, par contre, en écrivant de la fantasy, ce que je trouve un des aspects que je trouve intéressant d'écrire la fantasy qui se passe au Moyen Âge, c'est le fait que pour nous, une femme qui entreprend une quête, c'est bien correct. Mais la réaction dans un monde, si c'est un monde moyenâgeux, disons, standard, parce qu'entre autres, je pense à Anan de Lily Boisvert, c'est un monde féminin gouverné par les femmes, mais si je pense justement, on s'inspire du Moyen-Âge historique, c'est que les hommes sont surpris de voir la femme entreprendre une quête. Ça aussi, ça peut être un jeu intéressant, la réaction d'un milieu masculin dominé par les hommes, puis qui voit cette femme marginale qui essaie de prendre sa place autre que le rôle de mère ou le rôle de religieuse, c'était pas mal les rôles standards au Moyen-Âge. Là, ça devient intéressant à ce moment-là de jouer avec ça comme auteur aussi. De voir comment elle est marginalisée par rapport à ce qu'on attend d'elle. L'historienne en moi, c'est là qu'elle s'aperçoit à quel point notre image du Moyen-Âge a été très colorée
par justement une vision très binaire des genres, parce qu'effectivement, comme quelqu'un le remarque là dans le chat, les femmes partaient en pèlerinage, les femmes étaient marchandes, les veuves, surtout, des fois, entreprenaient carrément des quêtes. On avait beaucoup de quêtes de vœux, de quêtes de vengeance qui étaient menées souvent par des veuves. Donc, c'est pas si étonnant. C'est sûr qu'une jeune femme qui prendrait les armes, on n'a pas vraiment de cas, là, à part Jeanne d'Arc, et puis bon, on va arrêter d'en parler un moment donné. Mais il y a l'exemple. Mais c'est ça. Ça, c'était très rare. Mais oui, c'est intéressant en fait de mettre en scène la réaction des hommes. Mais c'est intéressant aussi de regarder les vrais cas puis de voir ce que ça donnait. Ce que ça donnait dans les faits, ce qui est arrivé dans les faits, parce que c'était pas si surprenant. C'est le point de vue des historiennes sur tout ça. À quel point, des fois, c'est ça, on a tendance à faire des mondes de fantasy qui sont très tranchés, masculin, féminin, un peu comme on nous les a montrés, appris. Tu sais, les hommes étaient des chevaliers, puis les femmes s'occupaient de la maison, mais il y a énormément d'entre-deux. C'est ça qui est intéressant à explorer, je pense, maintenant. Puis c'est ça qu'on explore un peu naturellement. Mais c'est ça, j'essaie de voir à quel moment est-ce que notre imaginaire du Moyen-Âge est devenu aussi tranché, binaire. Je suis pas chercheuse universitaire, donc mais ça m'intéresse, ça m'intrigue à quel moment est-ce que le Moyen-Âge fantasmé est devenu aussi binaire. À quel moment est-ce qu'on s'est mis à croire que finalement Chrétien de Troyes, c'était ça pour vrai, là. Mais donc c'est ça. Je crois que c'est quelque chose, j'ai envie de dire que l'histoire a été écrite beaucoup par des hommes. Oui, effectivement. Quand on regarde, quand on s'intéresse un petit peu à l'histoire, j'ai envie de dire l'histoire du féminisme, l'histoire des femmes dans les lettres, les femmes guerrières et tout ça, en fait, on se rend compte que si on écoute les historiens officiels ou les écrits officiels, globalement, effectivement, comme tu dis, on a passé beaucoup de temps à filer, à éduquer les enfants, mais pas trop longtemps parce qu'il ne faut pas qu'ils deviennent crétins. Et non, mais c'est assez terrifiant. Oui. Et le fait qu'on redécouvre ou qu'on commence à admettre effectivement, comme tu dis, que les femmes aient fait des pèlerinages, que les femmes aient fait la guerre et voilà, et se soient vengées et vécues et créées et fait plein de choses, en fait, c'est super récent. Moi, j'ai lu pour les besoins pour les recherches d'un roman, un essai qui s'appelle Amazon, où en fait, l'autrice démonte complètement tous les fantasmes autour des Amazones, des fantasmes qui existaient déjà chez les Grecs et les Romains, pour en fait expliquer que c'était quand même plutôt des sociétés égalitaires et que hommes et femmes étaient... en gros, tu as fait la guerre, tu as été enterré de la même manière que tu sois homme ou femme. Et je trouve qu'il y a effectivement un moment où ça bascule complètement et où on n'existe plus. En fait, moi, j'ai un peu l'impression des fois que c'est le passage du savoir savant au manuel. Donc, dans le manuel scolaire ou le manuel de vulgarisation destiné au grand public, on simplifie les choses. Justement, moi, j'ai travaillé sur le Japon pour la série Anakan. Puis, la première chose que j'ai constatée, c'est que des guerrières samouraïs, il y avait juste de ça, en fait. Puis, à chaque fois que je disais ça aux gens, les gens étaient super surpris parce qu'encore là, on avait l'image fantasmée du samouraï. Mais là, on est en train de déborder complètement de nos questions de quête. Non, mais c'est quand même très intéressant aussi à quel moment, justement, on a commencé à effacer, justement, à simplifier, comment dans d'autres cultures, donc chez les Vikings notamment, les femmes qui prenaient des armes avec les Shield Maidens, notamment, donc c'est toutes des figures qu'on oublie et qu'on retrouve aussi de plus en plus en fantasy, qu'on redécouvre d'une certaine manière parce qu'on les avait oubliées, puis c'est tout un travail très important, en fait, qui est en train d'être fait au niveau de l'histoire de la recherche à ce niveau-là. J'aimerais enchaîner, en fait, avec une question qui est en lien avec ce que vous avez mentionné tout à l'heure. Je crois que c'est Geneviève qui en a parlé. Donc, du fait qu'on imagine très peu, justement, les femmes partir en quête, partir vers quelque chose.
En fait, c'est que dans nos sociétés occidentales, on lie vraiment souvent la question du destin féminin au couple, à la maternité. Et ce que j'ai remarqué, en fait, en faisant des lectures en préparation de la table ronde, c'est que le rapport à la maternité ou à la non-maternité est vraiment présent chez chacune d'entre vous. Donc, Héloïse, dans La tueuse de dragons, on reproche à la protagoniste d'être peut-être stérile, donc de ne pas avoir encore d'enfant. Charlotte, dans Matricia, donc la protagoniste choisit d'interrompre sa grossesse. Geneviève, donc dans La co-morte de la Dame de Lumière, on a une fille qui est désormais mère, qui essaie d'échapper au destin de sa propre mère. Donc, est-ce que vous pensez en fait que la maternité, la possibilité de tomber enceinte puisse devenir l'enjeu carrément d'une quête ou alors entraver la quête de la protagoniste? Est-ce qu'il se passe quelque chose à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a une tension qui s'inscrit dans les textes? J'ai utilisé la maternité dans effectivement l'histoire de Dionysia dans un seul but, qui est de sacrifier un bébé à un démon pour faire un pacte. Donc, c'est absolument pas une quête. Et moi-même, je ne suis pas du tout concernée par les questions de maternité. Donc, en fait, je pense que c'est le seul. Il y a aussi effectivement dans Cythériae un bébé mort-né, donc qui est un point de départ, hein, mais je ne crois pas que ce soit, pour moi, ce n'est pas des enjeux du tout. Mais après, c'est parce que je ne suis pas du tout concernée par la maternité. J'arrive même pas à me projeter plus que voilà, juste pour une utilisation ponctuelle dans une histoire avec des bébés. C'est un peu brutal, mais voilà. En même temps, c'est intéressant, c'est comment nos expériences aussi ont un rapport avec ce qu'on écrit. Là. Donc, la non-maternité aussi, qui est un enjeu. Geneviève, est-ce que tu as quelque chose à dire sur ces enjeux-là? Oui, beaucoup. Moi, en fait, j'ai un peu l'impression que j'ai connu un peu toutes les facettes. Pour moi, la maternité va souvent être un thème. La maternité, la non-maternité, la maternité espérée, la maternité imposée, ça va souvent être un thème, pas souvent central, mais ça va souvent jouer autour de ça parce que reste que je pense que c'est une question que les hommes ne se posent pas. Un gars qui choisit de ne pas avoir d'enfants sera jamais mal vu socialement. Un gars qui a des enfants sera jamais mal vu socialement. C'est tout simplement, bon, de toute façon, c'est comme extérieur à eux. Tandis que pour les femmes, ça finit par être une question centrale. Je me suis fait poser pendant des années la question, quand est-ce que tu vas avoir des enfants? Quand est-ce que tu vas avoir des enfants? J'ai connu des années d'infertilité, donc toute la quête de la maternité, la quête de l'enfant, qu'est-ce que je fais si j'y arrive pas? Et maintenant, je suis une heureuse maman et je vois tout ce que ça implique et tout ce que ça peut prendre comme place dans ma vie. Donc, la maternité comme accomplissement, oui, mais la maternité comme frein aussi, parce qu'on ne se le cachera pas, surtout de nos jours, mais encore plus à l'époque, là, où tu n'as pas de CPE, tu n'as pas de garderie, tu n'as pas d'école, fait que les petits, tu les as dans les pattes jusqu'à temps qu'ils soient capables de se débrouiller tout seuls. Donc, oui, pour moi, je trouve ça super intéressant, la maternité comme quête, mais la quête de l'avoir ou la quête de s'en détacher. Parce que surtout si on est dans un monde médiéval, toute la question est plus ancienne, toute la question de la gestion de la gestion de la procréation est problématique. D'ailleurs, autour du dernier Guy Gabriel Kay, le dernier traduit en français, Un éclat dans le temps, c'est super intéressant parce qu'il y a un moment où une personnage féminine et le personnage masculin sont en amour, et il y a des étincelles, le feu est en train de pogner dans les draps, mais la fille fait on va faire d'autres choses qu'une pénétration parce que je ne peux pas me permettre de tomber enceinte. Fait que c'était super intéressant. C'est une des rares fois où on voit dans un roman de fantasy vraiment une gestion des risques procréatifs. Fait que ça, j'avais trouvé ça super intéressant. Puis je pense que oui, ça peut être une quête. Ça devrait même, je pense, faire un peu partie de l'identité du personnage là, qui se positionne par rapport à la maternité parce que, surtout dans un contexte historique, c'était une question qui se posait constamment. Là. Merci beaucoup, Geneviève. D'ailleurs, cette question de la contraception, disons, on la retrouve chez Héloïse.
en fait. Oui, c'est oui. Mais disons que je suis un peu comme Charlotte par rapport à la question de la maternité. Je suis maman, moi aussi, mais présentement, les histoires qui me viennent en tête, je sais pas, c'est peut-être parce que je suis trop immergée là-dedans dans mon quotidien, mais ça me vient pas comme thème d'écriture. Mais effectivement, c'est plus la question d'une cohérence narrative, au sens où si on met en scène un personnage qui a des aventures de nuit fréquemment, puis c'est une femme, ben, veut pas, un homme, à la rigueur, peut avoir plein d'aventures de nuit, puis après ça, ben, dire ciao, bye, peu importe ce que mes conquêtes feront des conséquences de notre nuit. Mais d'un autre côté, personnage féminin, ben, faut y penser parce que, donc, c'est sûr qu'avec Deirdre, je me suis posé la question, si elle a des aventures d'un soir une fois de temps en temps, ben, elle fait quoi, là? Comment ça se fait qu'elle n'est pas encore tombée enceinte d'une certaine façon pour se poser la question? Franchement, ben, il a fallu que je réfléchisse à la question. Puis après ça, ben, à partir du moment où elle est en couple avec quelqu'un qui, étant donné que c'est un homme, va donc léguer son titre à ses enfants, ben, ça se pose la question se pose de nouveau, c'est-à-dire comment ça se fait qu'ils n'ont pas encore d'enfants. Donc là, ça devient un enjeu. En même temps, je ne suis pas encore rendue à avoir Deirdre avec des enfants, là, donc peut-être pour ça qu'il n'y aura peut-être pas de troisième livre, là, mais voilà. On est quand même aussi là dans une perspective qui est très hétérosexuelle. Oui. Parce que, en fait, je vous écoute, je m'écoute aussi. En fait, je pense que la question de la maternité peut être aussi réglée de manière très nette si on est en couple avec une femme. Oui, effectivement. Par contre, ça l'évacue pas complètement nécessairement la question de la maternité. Pour connaître de proches des couples de femmes qui veulent des enfants ou qui s'arrangent pour en avoir parce que, bon, c'est toujours possible. Donc c'est ça. Pour moi, ça reste que la question de la maternité finit par être adressée d'une manière comme d'une autre. Mais il y a quelqu'un dans le chat qui dit si on peut changer le plomb en or, on peut peut-être avoir quelqu'un qui invente un contraceptif, puis évidemment. Puis je pense qu'il y a eu il y a des séries de fantasy qui ont d'ailleurs été faites sur cette question-là, sur qu'est-ce que ça vient de changer au rapport humain. Je pense que Pascal, tu en avais une série de fantasy qui jouait avec cette question-là, les femmes qui contrôlaient leur fertilité. Oui, c'est mon Dieu, The Woman's War de Jenna Glass, donc la guerre des femmes. Donc, je ne sais pas s'il y a eu une traduction encore en français, mais c'est une série de fantasy où il y a un changement dans le système de magie, en fait, qui fait en sorte qu'une femme ne pourra pas tomber enceinte si elle n'est pas consentante, si elle ne le veut pas. Et ça change totalement la structure du système parce qu'elle vivait dans un système patriarcal, en fait. Donc, ce qu'on suit, c'est vraiment des personnages diversifiés à partir du moment où il y a ce changement-là. Donc, comment la société se restructure après ça, quels sont les rapports de pouvoir, les jeux de pouvoir. Donc, effectivement, c'est une série quand même intéressante, mais justement qui reste très binaire. C'était quelque chose que j'apprécie, en fait, que Charlotte amène et que j'espérais qu'il vienne sur la table, c'est que justement, on est dans des enjeux hétéronormatifs. On est dans des enjeux binaires quand on parle de maternité, évidemment. Donc, je trouve ça, c'est ça. Donc, je trouve vraiment votre conversation fascinante à ce sujet-là. Donc, on touche vraiment à plein de choses. Mais c'est surtout sur les manières de changer, détourner la quête. Est-ce qu'il y a des choses que vous utilisez dans votre écriture pour créer des quêtes différentes? Est-ce que parce qu'en fait, c'est ça, en fantasy, la quête est vraiment une convention qui peut être absolument rigide. Donc, c'est pas la première fois que j'entends dire par des gens que bon, mais c'est toujours la même chose, qui se répète. Donc, la quête est très codifiée. Mais en même temps, quelque chose de codifié peut créer une forme d'écriture à contrainte et on peut jouer avec ces codes-là. Donc, comment est-ce qu'on peut subvertir la quête en fantasy? Est-ce qu'il y a des choses particulières que vous faites? Donc, je sais, par exemple, Geneviève, tu as eu recours récemment à la parodie. Oui. C'est quelque chose qu'on n'aborde pas du tout dans le colloque, mais j'aimerais quand même le mettre de l'avant. Oui, en fait, j'ai écrit deux nouvelles qui sont disponibles. On pourra donner les liens aux participants si ça les intéresse. Deux nouvelles qui mettent en vedette l'ultime femme-objet. Alors, c'est une épée, on va dire, douée de conscience
parce qu'on ne peut pas dire que c'est une épée intelligente. Donc, c'est une épée magique. C'est une magicienne qui a essayé de créer une lame enchantée pour aller tuer un démon. Malheureusement, elle était un petit peu incompétente, puis elle s'est piégée elle-même dans son épée. Donc, elle est maintenant devenue une épée. Et puis, bon, les années ont passé, etc. Donc, elle n'est pas complètement dépourvue, mais elle est un peu, disons-le, franchement, nunuche. Elle a un petit peu tendance à se laisser enfiroiper, et puis elle finit par se retrouver avec un porteur, quelqu'un la ramasse, et puis qui est un voleur, et puis un faucheton, et puis un manipulateur, et il l'entortille autour de son petit doigt, et lui a une quête. Donc, elle se retrouve à participer à sa quête de manière involontaire, mais c'est ça, je m'amuse beaucoup avec les codes, parce que, bon, déjà, le fait que c'est une épée nouille, c'est pas une épée intelligente, donc elle n'est pas là pour aider son porteur. Et puis, elle se retrouve donc justement à agir un peu contre son gré dans la quête, mais bon, là, pour l'instant, il y a 2 nouvelles. Dans la première, elle se fait embrigader, puis c'est tout. Dans la deuxième, elle commence déjà à tirer un peu son épingle du jeu, et à la longue, bon, justement, elle va, dans ma tête, cette série de nouvelles-là va vraiment être une espèce de revanche de la femme objet, parce que finalement, la quête, c'est son porteur qui se l'est donné à lui-même, qui veut l'accomplir. Il veut aller carrément prendre la place d'un dieu, mais finalement, elle va se retrouver à accomplir la quête à sa place. Donc, je joue avec la quête qui est pas... c'est pas la bonne personne qui va accomplir la quête, finalement. Ou est-ce la bonne personne? C'est pas la bonne personne qui s'était donné la quête. Mais bref, j'aime jouer sur le motif de la quête donnée à la mauvaise personne, ou la quête choisie, mais un peu bizarrement, finalement. Ou avec on parlait tantôt de la nouvelle La Comorte, la Dame de Lumière. Ce personnage-là avait un destin, et son destin était de mourir. Puis il a juste décidé que non, je m'en vais. Donc, puis en même temps, donc en faisant ça, elle accomplit un autre destin, mais qu'elle ne pouvait même pas deviner qui était le sien. Donc, c'est ça. J'aime jouer avec ces codes-là, avec la quête qui ne tombe pas au bon moment, ou qui n'a pas l'air d'être la bonne à l'origine. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie encore tout le monde d'avoir été là aujourd'hui. Et merci également à nos 3 invités pour cette discussion vraiment passionnante. Donc, moi, ça a donné beaucoup d'eau à mon moulin et à mes réflexions. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Merci.